On l'a lancé en décembre dernier. Et tu vois, on va faire 30 opérations. On peut dire en termes de rentabilité. Je crois que les gens aiment bien les chiffres. Ah ouais. Salut Mathieu. Salut Julien, ça va ? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans l'immobilier, ce que tu fais au quotidien, etc. Que les gens puissent en savoir un peu plus sur toi. Écoute, merci de m'accueillir sur ce podcast. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir qu'on fasse ça. Et en plus, je suis en passage à 24 heures à Paris, donc ça tombait extrêmement bien. Donc moi, je suis Mathieu de Guigno-Santi, j'ai 39 ans. Je suis dans ma deuxième vie professionnelle. Ma première vie professionnelle, j'étais salarié. Dans l'immobilier aussi, j'ai commencé ma carrière chez un promoteur immobilier. Enfin, si je parle de mes premiers jobs, j'ai les petits boulots où effectivement j'ai travaillé. Je refaisais un peu c'était les vacances, donc j'étais avec mon fils et mes parents, et on se rappelait effectivement que j'ai commencé la première fois, c'est de travailler en mairie. Je balayais le sol en mairie à Châteauneuf-de-Grasse. Je travaillais à Monoprix, j'ai rangé les rayons. Ça forge. J'ai même vendu des peintures après chez un équivalent Castorama. Et après, j'ai travaillé en tant que voiturier. Et ça m'a donné un peu le sens de l'argent, parce que j'ai vu passer beaucoup d'argent. Bref, ça, c'était ma première vie. Ma deuxième vie, on va dire, de salarié, j'ai commencé à travailler chez un promoteur immobilier. Qui s'appelait Constructa, et donc en fait on faisait le métier premier. Comment ? Je dis tu fais de la pub. Je sais pas s'il faut leur faire de la pub. T'as raison. Ils m'ont bien formé, donc je peux leur faire un peu de retour. Donc j'ai construit les immeubles. Donc tu trouves un foncier. Et puis donc c'est là que tu as pris goût pour l'immobilier au final. Exactement. C'était ma première expérience en immobilier, vraiment. Et c'est le métier le plus valorisant, je trouve, dans le monde de l'immobilier, parce que tu pars de rien et tu construis quelque chose qui est utile, soit pour des bureaux, des entrepôts, centres commerciaux et du résidentiel. Donc ça, c'était ma première expérience. Après, j'ai bifurqué, je me suis rapproché de plus en plus de l'argent, de la caisse. On m'a dit, tu veux mieux gagner ta vie, mieux comprendre. J'ai beaucoup aimé la finance et la financiarisation de l'immobilier. Donc j'ai fini dans une banque, Société Générale, où j'ai fait 2 métiers, pour faire ça, enfin 2 voire 3. J'ai d'abord fait tout ce qui était financement des professionnels de l'immobilier, donc des opérateurs immobiliers, des marchands de biens comme toi, tu vois. Je finançais des opérations de gros marchands de biens. Alors j'étais au niveau de la cellule siège, enfin pas vraiment siège, mais banque d'affaires. Donc en fait, je finançais des opérations à peu près à 20 millions d'euros de financement moyen. Donc de très grosses opérations avec des fonds d'investissement ou des très gros privés. Les fortunes que tu vois dans le challenge. La promotion avec les gros budgets, plus ça t'a donné le goût de l'argent. Voilà. Donc j'ai fait ça 3 ans, et après j'ai bifurqué toujours dans la même banque. Et j'ai monté et dirigé tous les départements d'investissement. Donc là, c'était plus question de financer, mais de faire investir et conseiller des clients à investir en immobilier, donc dans la banque privée. Et donc le goût pour aider les gens. Ouais. Au final. Et c'est ça, j'étais déjà dans essayer d'aider les gens, les conseiller, les coacher et leur créer des produits qui correspondaient à leurs besoins. Donc on a tout fait. J'ai fait la distribution de SCPI, des clubs deals, des opérations d'achat-revente, des opérations patrimoniales, des opérations à l'étranger, des opérations fiscales dans l'immobilier aussi. J'en ai fait très peu, mais j'en ai fait. Voilà. J'ai fait un dernier passage en plus de l'immobilier dans le private equity. Donc là, c'était coacher, aider, conseiller ces mêmes clients à investir dans les startups et dans les entreprises plus établies que les startups. Voilà, et ça c'était ma deuxième vie professionnelle. Et ma troisième vie professionnelle, c'est celle d'aujourd'hui où je suis entrepreneur. Et j'ai créé plusieurs entreprises qui sont tout autour de mieux gérer son argent, mieux investir son argent, principalement autour de l'immobilier, mais pas que. Donc j'ai une première boîte qui s'appelle Tokimo, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier. Avec Christopher Wangen, exactement, qu'on a cofondé, et qui consiste à aider des opérateurs comme toi à se faire financer, parce que les banques le font de moins en moins bien, leur métier d'aider les opérateurs immobiliers, les marchands de biens, les promoteurs à transformer le parc immobilier, l'améliorer, le rénover. Donc nous, on les aide à se faire financer. Avec beaucoup plus de facilité, on peut le dire quand même. Beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de rapidité. Et donc on fait à peu près, on a passé la barre des 17 000 clients au bout de même pas 3 ans. Bravo. Merci. Et on a financé à peu près 35 millions d'euros d'opérations. Sur une 60aine d'opérations. Donc on est très content de l'attraction, on voit qu'on répond à un vrai besoin. Ça, c'est ma première boîte. Deuxième boîte, c'est de l'éducation, formation. Donc là, j'aide les gens à mieux comprendre comment investir dans l'immobilier, mais plutôt l'immobilier commercial, ce que peu de gens font. Donc l'immobilier commercial, c'est les bureaux, entrepôts, les commerces beaucoup, les murs de commerce et un peu l'hôtellerie, etc. Donc tu accompagnes, tu fais du mentoring, tu accompagnes les gens. Je m'entends.
Ok. Je mentor les gens. J'aime bien ce mot mentoring. Ouais. Alors j'ai même un mentorat, mais et donc j'ai un mentorat où je prends très peu de gens par chaque année. Mais là, c'est pas que sur l'immobilier, c'est surtout. Mais sinon, ouais, la formation et un peu le coaching mentoring, c'est sur l'immobilier commercial. Et la troisième boîte va plutôt avec la deuxième. Ça s'appelle Kluka et c'est une boîte qui fait de l'investissement locatif clé en main dans l'immobilier commercial. Donc, tu as ceux qui veulent apprendre et faire par eux-mêmes. Donc, ils vont plutôt dans le coaching, la formation. On les coach, on les forme une fois ou même pendant un moment, on les accompagne et puis après, ils se débrouillent tout seuls. Ils sont autonomes. Pas faire ou qui n'ont pas le temps. Et ceux qui n'ont pas le temps, tu vois, on a souvent des cadres du BCG, des pilotes Air France, etc. Les gens, ils n'ont pas le temps. Par contre, ils ont compris l'intérêt de l'immobilier commercial et ils nous disent, voilà, on passe une heure ensemble, on définit une stratégie et on leur trouve le temps. En fait, ils te laissent gérer un peu leur argent sur des projets immobiliers. Toi, tu gères des projets immo avec l'argent de tes clients. C'est un peu ça. Alors, ils sont toujours discrétionnaires, ceux qui prennent la décision à la fin, mais on leur facilite la prise de décision. C'est-à-dire que au lieu de passer, je te dis une bêtise, pour acheter une opération, au lieu de passer, ils vont passer 25 heures ou 30 heures dessus. Là, ils vont passer 3 à 5 heures maximum. C'est-à-dire qu'on va leur pousser des dossiers, on va négocier pour eux. Et à la fin, ils vont appeler leur banquier juste avec tout notre dossier. Donc, ça va leur coûter 3 heures de leur temps de travail. Et ils gèrent un projet complet, entre guillemets. Enfin, ils investissent sur un projet complet ou ils peuvent mettre, par exemple, je sais pas, à partir de 1 000 € et investir une partie. Non, tout ce qui est fractionné, on va dire, il y a plusieurs acheteurs pour un bien. Ça passe chez Tokimo. Kluka, c'est une personne qui achète un bien. Projet. Voilà. Donc, c'est de l'investissement clé en main. Clé en main. Exactement. Sur l'immobilier commercial. Exactement. Et c'est une boîte que j'ai lancée il n'y a pas longtemps. On l'a lancée il y a. J'ai vu. On est en novembre là, quasiment. On l'a lancée en décembre dernier. Et tu vois, on va faire 30 opérations. Donc on est plutôt très content pour un démarrage. Carrément. Et c'est une fois de plus, ça veut dire qu'il y avait un vrai marché à adresser. Et donc on est assez content de ça. Surtout sur le commercial, les gens en ont un peu marre de l'habitation. C'est ce que viennent me dire de plus en plus les gens. Et toi, tu peux nous raconter un peu toi ton expérience là-dedans justement parce que tu en fais beaucoup. Ouais, j'avais une boîte moi d'investissement clé en main justement sur l'habitation, spécialisée dedans. Pareil, on gérait pour les clients l'intégralité de leur projet. C'est une boîte que j'ai arrêtée aujourd'hui. Beaucoup de temps. Bon, on peut parler de chiffres. Enfin, on va pas parler de chiffres, on peut dire en termes de rentabilité. Je crois que les gens aiment bien les chiffres. Beaucoup de temps passé. Un projet, c'est à peu près 8 mois. Tu sais ce que c'est quand on gère un projet, de la recherche de l'opportunité, passant par toute la phase de conceptualisation, de travaux, d'ameublement, etc. Ça a au moins 8 mois de gestion. Et c'est vrai que c'était quand même beaucoup de main-d'œuvre en interne, mais pour peu de rentabilité à la fin. Donc, c'est une activité que j'ai arrêtée, que j'ai transformée aujourd'hui, mais que j'ai modifiée. Et donc, tu l'as transformée en quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça s'appelle Selexia. Et on fait on va aller sourcer des opérations, on va analyser des opérations d'immeubles et on va aller chercher sur le marché des immeubles qui sont off-market, qui ne sont pas encore présentés. Sur le marché, tu ne le trouveras pas sur les plateformes comme Le Bon Coin ou autres, et on va vraiment les sourcer ces opérations, les analyser et les proposer soit à des investisseurs privés, soit à des cabinets de gestion de patrimoine partenaires. Donc on travaille beaucoup comme ça. Donc t'as repris t'es remonté d'un step et tu fais que le sourcing, sélection et avec ton œil expert de plusieurs années d'expérience. Voilà. Tu dis voilà, ça c'est bien, je l'envoie ici, tu branches les tuyaux. Exactement. On n'a juste pas la satisfaction des travaux finis. C'est toujours plaisant. On a encore des projets qui sont en cours de finition, mais en soi, voilà, c'est ça. On est vraiment sur la première étape et on s'arrête à ce moment-là. On peut gérer les devis travaux, les comparaisons de travaux. On peut, s'il y a des demandes urbanistiques à faire, des choses comme ça, on gère, mais on s'arrête à ces niveaux-là. On va pas plus loin, on conceptualise pas, on gère pas les travaux, on gère rien. Vous êtes nombreux à me demander comment réussir cette méthode. C'est pour ça que j'ai créé l'Ordre des Marchands. C'est un accompagnement exclusif pour ceux qui veulent être mentorés, qui veulent être guidés pas à pas et faire partie d'une véritable élite de marchands de biens. On sort le programme le 22 février. L'idée, c'est que vous ne soyez jamais seul. Vous allez être entouré de bonnes personnes, avoir les bons partenaires et surtout apprendre concrètement comment réussir vos premières opérations rapidement et en plus en toute sécurité. Donc si vous voulez en savoir plus et rejoindre ce cercle privilégié, le lien pour réserver un appel est juste en haut dans la description. C'est là que vous pourrez discuter de votre projet et commencer à intégrer l'Ordre des Marchands. Et je trouve intéressant en fait notre échange parce que toi tu es marchand de biens aussi. Oui. Et moi je suis Tokimo, je suis dirigeant de Tokimo. Exactement. Donc je finance des gens comme toi. C'est ça. Comment, enfin déjà tu peux peut-être expliquer ton métier, ça permettra d'expliquer comment nous on aide des gens comme toi. Ouais.
Et comment tu vois aussi une plateforme comme Tokimo, ce que ça t'aide, ce que ça t'apporte dans le processus d'acquisition? Ok. Sur le marchand, je pourrais expliquer parce que c'est un vrai métier. Beaucoup de gens pensent, c'est souvent le cas, on fait une opération en résidence principale, on est marchand de biens. C'est pas vraiment la réalité des choses. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Mais un marchand de biens, le métier en tout cas du marchand, c'est vraiment d'aller sourcer une opération, d'aller analyser un marché, il faut connaître son marché, il faut connaître son secteur, c'est hyper important, d'aller chercher la meilleure opération possible pour aujourd'hui aller soit transformer un bien pour apporter de la valeur, pour créer on va dire un bien avec des travaux intéressants, quelque chose de vraiment super sympa. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par acheter, rénover, revendre. Donc je crée de la plus-value comme ça, en ayant des travaux hyper intéressants, haut de gamme, etc. Aujourd'hui, j'ai un peu transformé mon activité de marchand. Je vais plus sur on va dire des opérations express, c'est-à-dire et plus sécurisées. C'est-à-dire que je vais faire une opération, je vais revendre, pré-commercialiser en amont, et je vais revendre directement sans travaux. C'est vraiment mon objectif actuel. J'ai un peu stoppé cette façon de faire des travaux parce que ça prend beaucoup de temps. Bon, entre tes opérations perso et ta boîte de clé en main, on sent que tu es passé par des moments un peu difficiles. J'ai perdu beaucoup d'argent. Là, on peut parler de chiffres si tu veux. J'ai perdu là récemment quasiment 100 000 euros d'une boîte qui a été liquidée. J'ai fait confiance à quelqu'un que je connaissais très bien, qui était le père d'un de mes associés, pour être transparent. Je lui ai fait confiance sur 3 chantiers, 3 opérations d'achat-revente. Peut-être une erreur de ma part. Je lui ai confié les 3 chantiers, ça se passait super bien, 6-7 gars par chantier, c'était une grosse boîte. Et deuxième acompte versé, donc ça a représenté peut-être quasiment 80 000 euros, quelque chose comme ça sur les 3 chantiers. Plus de son, plus d'images, liquidation en cours, c'était parti. Donc, et lui, il est parti avec l'argent ou c'est juste qu'il a mal géré? Je pense qu'il a mal géré. Si tu veux, je pense pas qu'il ait voulu mal faire. J'essaie de pardonner, on va dire. Mais il avait déjà des difficultés qu'il m'a pas évoquées, en fait. Donc ça, c'est une certitude. Mais il n'a pas été franc jeu avec moi. Il aurait pu, parce que j'étais quand même associé à son fils. Et c'est quand même quelqu'un que je connaissais depuis des années. Donc il n'a pas été franc jeu. Et il a pris l'argent certainement pour des factures à payer ou payer ses salariés, etc. Et après, il a liquidé et plus de son, plus d'image, quoi. Bah, t'imagines, tu sais ce que c'est qu'une liquidation, t'imagines que les avocats, ça n'a rien donné, donc ça a été assez compliqué. Donc c'est pour ça que je suis parti sur de l'express et que je ne gère plus d'investissement aussi clé en main. Donc une redirection, mais je le vis très bien. Aujourd'hui, c'est peut-être un échec, c'est un échec, c'est peut-être certainement dû à des erreurs, de la confiance trop facile, etc. Mais ça me sert énormément aujourd'hui dans mon quotidien. J'apprends énormément et je me suis relevé et aujourd'hui je vois les choses complètement différemment. Et c'est ce que dit Nicolas Sarkozy, même si c'est peut-être pas le moment de parler de lui, mais il dit souvent petits échecs, petites réussites, grands échecs, grandes réussites. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Donc il faut passer par ces phases-là, je pense, en tant qu'entrepreneur pour avancer, pour évoluer. Et ça fait partie du processus, c'est comme ça que je vois les choses. Ok, trop bien. J'ai noté quelques questions et je me permets de prendre le téléphone. Pourquoi toi tu as choisi plutôt l'immobilier commercial plutôt que l'habitation? Pourquoi ce secteur-là? Pourquoi ce créneau? C'est une question qu'on me pose. Et en fait, je suis pas arrivé au commercial comme ça. Dans mes activités, comme je disais, quand j'étais salarié, c'est là où j'ai commencé à investir mon propre argent dans l'immobilier. Ma première opération, c'est un parking. Alors, je sais pas si on met ça en commercial ou dans le résidentiel. Ouais, c'est un peu des deux. C'est un peu hybride. C'est ça. Mais on va dire, ma première vraie opération, grosse opération, c'était un appartement très bien placé dans Cannes, que j'ai entièrement rénové parce que c'était un vieil appartement, mais très bien placé, que j'ai mis en location courte durée. Donc, pas du tout du commercial, en fait. Rien à voir. La LCD, mais on était en 2013. Donc, on était à l'aune de l'arrivée des Airbnb et de le LCD, la location courte durée. Un peu précurseur. J'étais le premier à faire les boîtes à clés, les channel managers, etc. Donc j'étais très très en amont là-dessus. Okay. Et je l'ai pas mal développé parce que c'était hyper rentable à cette époque-là. Il y avait peu de concurrence, il n'y avait pas de restrictions. Il y avait un cadre fiscal qui était hyper avantageux. Donc si tu veux, moi j'ai fait beaucoup d'argent là-dedans. Et comment je suis arrivé au commercial, c'est que j'ai vu l'évolution du résidentiel qui est de moins en moins intéressant. J'ai vu la concurrence arriver sur la location courte durée. Le moins intéressant en termes de quoi? De renta notamment? Renta, fiscalité. Aujourd'hui, en fiscalité un peu bloquée. Moi, tout mon parc qui reste en LCD, j'en ai vendu un peu. Mais
qui reste, si je le vends demain, je me fais fracasser. T'es quoi, t'es en SCI LIS? Non, j'étais en LMNP, je suis en LMP maintenant. Ok. Donc il faut que je purge 5 ans de détention avant d'avoir une plus-value plutôt souple. Mais là, aujourd'hui, si je purge, là, je me fais fracasser. Donc... Et au fur et à mesure, j'ai vu le vent tourner, si tu veux. Donc, j'ai vu le vent tourner qui passait où le résidentiel, c'était cool. Et l'immobilier résidentiel a tellement monté que le gouvernement a dit stop, la fête est finie. C'est exactement ça. Les centres-villes ont été vidés au profit de touristes et d'investisseurs locatifs assez malins qui s'endettaient à 1% et qui faisaient de 10-12% de rentabilité. Bon, il y a des gens qui sont créés des vrais business rentables, tout ça. Bon, la fête est finie. Donc, du coup, moi, je préfère avoir le vent dans le dos que le vent de face. Oui, et c'est vrai que quand j'étais en banque d'investissement, que je conseillais tous ces grands clients à investir, en fait, 90% de leur patrimoine immobilier était dans l'immobilier commercial. Pour 2 principales raisons. 1, c'est plus rentable en termes de rentabilité locative, même de plus-value. Et 2, c'est beaucoup plus facile à gérer. Quand tu fais un bien, tu ne te rends pas compte de ça. Mais quand tu commences à enchaîner, que tu as une trentaine, quarantaine, cinquantaine de biens, la gestion, c'est catastrophique. Exactement. En résidentiel, c'est catastrophique. C'est pour ça que moi, mes stratégies maintenant que j'utilise, c'est effectivement, dès que je dois faire du locatif, c'est du commercial. Bureau, entrepôt, commerce, enfin bref, le bureau pas trop, mais beaucoup entrepôt et commerce, on va dire. Et je fais de l'achat-revente sur du résidentiel, mais on va dire, je veux pas de locataire en résidentiel. Et j'ai mon parc, on va dire, les locations courte durée qui restent, que je peux pas vendre pour les raisons que je t'ai évoquées. Mais quand je pourrais sortir, je le vendrai. Parce que toi aussi, tu fais du marchand. Donc tu peux nous expliquer tes stratégies peut-être sur le marchand, comment tu fais, quels sont tes... Moi, je l'ai fait plus par opportunité. Je me considère pas comme marchand de biens parce que pour moi, un marchand de biens, c'est quelqu'un qui a industrialisé, qui ne fait que ça. C'est son métier principal. Moi, mon métier principal aujourd'hui, c'est entrepreneur. Je suis passé de salarié à... j'étais salarié investisseur. Maintenant, je suis entrepreneur investisseur. Je dirais que je me catégorisais comme ça. Et je passe de plus en plus de plaisir à entreprendre, à créer des entreprises, à implémenter de la tech, de l'IA, de capter des marchés, de rendre service à des clients, à des gens qui ont des besoins. Et donc, le marchand de biens, je le fais par opportunité. Donc, à chaque fois, j'ai pas mal de... Vu que je suis assez identifié, j'ai pas mal de sourcing off-market qui m'arrive. Et je regarde si ça peut faire une opération off-market. Donc, je fais, par exemple, un portefeuille que j'ai acheté de commerce que je découpe à la ligne par ligne. Okay. Là, j'ai acheté un immeuble dans Cannes que j'ai revendu, mais j'ai rien fait. J'ai pas fait de travaux. J'ai 2 opérations en cours, pareil sur des commerces, un commerce vide que je suis en train de louer et je vais revendre. Okay. Louer, du coup, et un autre commerce où je l'achète plutôt bien. Donc tu vois, tu fais je le revends. Tu fais de la revente aussi bien habitation, commerce, tu te fixes pas de limite, tu vas par opportunité, quoi. Par contre, le résidentiel, je veux pas de loyer. Je veux pas de locataire. Ok. Je suis pas de locataire. Et par contre, si tu achètes un immeuble et avant la revente potentielle, tu peux quand même avoir des locations, mais ça reste éphémère. Oui, des locations courte durée, tu vois. Ok, c'est très rapide, quoi. Oui, okay. Oui, donc effectivement, moi, ce que je vois comme stratégie qui ressort bien, après, chez Tokimo, on finance des marchands de biens toute la journée, donc des gens comme toi qui font du résidentiel loué aussi, hein. Peu, mais il y en a, et qui font du commercial aussi. Mais effectivement, moi, ce que je vois, les stratégies d'investissement locatif en résidentiel, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est compliqué. J'ai revendu une bonne partie de mon patrimoine. T'es plus malin que moi en termes de fiscalité, peut-être. J'ai du LMNP comme toi. Il me reste un bien en LMNP, sinon je suis en SCI LIS. J'aurais dû refinancer. En fait, ça, c'est un bon conseil qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent. Ouais. Moi, j'étais à LMNP parce que j'avais encore mes revenus de salarié à l'époque. J'avais des bons revenus à la fin. Et maintenant, vu que je suis entrepreneur, je pilote mes revenus pour avoir une fiscalité par rapport à mes besoins perso. Et du coup, mes revenus LMNP sont devenus déjà ont augmenté et en plus sont importants. Du coup, là, je passe LMP. Donc, ça fait mal. C'est exactement ça. Je rebondis sur un truc que je crois que j'ai pas répondu sur la partie crowdfunding. Ouais, ce que ça représente une boîte de crowdfunding. En fait, moi, je suis complètement d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, en tant que marchand, on est mal vu par les banques. C'est pas un métier, c'est pas qu'on est mal vu, c'est que c'est plus difficilement finançable par rapport à il y a quelques années. Donc aujourd'hui, les solutions comme toi de crowdfunding permettent d'aller chercher un financement. Je vais pas dire que c'est plus souple, mais
un peu plus facilement, Plus avec agile, aussi quoi. moins d'apport. Ouais. Aujourd'hui, une banque va te demander minimum 25%. En général, c'est ça. Quand tu veux te faire financer en marchand, il faut que tu aies ton activité depuis plusieurs années, il faut que tout soit clean, quoi. Alors qu'en tant que société de crowdfunding, il y a quand même plus de facilité et plus de rapidité. C'est-à-dire que tu veux te faire financer, tu as une opération, il faut que tu trouves un financement sous un mois, tu l'as facilement, quoi. Je sais que toi, j'ai suivi tout ce que vous faisiez. En quelques heures, c'est financé, quoi. Même pas une journée, ça va très très vite. Ça va très vite, ouais. Effectivement, nous, on arrive à descendre jusqu'à 0% d'apport. Enfin, allez, 2% d'apport, ou juste pour que on veut que le marchand de biens soit quand même impliqué dans l'opération, donc financièrement. Les frais de dossier, tu les fais financer directement. Ouais, les frais de dossier. En fait, on regarde à chaque fois la marge. Si la marge de l'opération elle est suffisamment épaisse, si aussi, c'est important, l'opération est sécurisée. On va pas dire 0% d'apport ou 3% ou 5% d'apport si l'opération elle n'est pas sécurisée. Il y a les opérateurs. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'entendre tes stratégies après. Il y a les opérateurs qui arrivent, ils disent par exemple, j'ai un immeuble à découper et il va acheter l'immeuble entier et il va revendre lot par lot. Mais quand il vient nous voir, il a déjà revendu la quasi-totalité des lots. Il a déjà pré-commercialisé. C'est ça. Donc pour nous, ça on adore, c'est du pain béni. Un, ça se finance très bien chez nos investisseurs. Et deux, nous on est très rassurés par le fait que on n'a quasiment plus de risque. Quand une boîte de crowdfunding, en fait, on doit analyser le risque. Est-ce qu'il y a un risque de commercialisation, c'est-à-dire de revente ? Non, parce qu'on sait à quel prix ça est revendu, on sait à qui, on sait s'il y a des conditions suspensives de financement ou pas, donc on fait de la probabilité. On sait à quel prix l'acheter, à quel prix il vend, donc on a la marge. Et on sait à peu près la durée que ça va prendre. Okay. Donc ça, quand quelqu'un nous présente ça, on va lui dire, nous, on peut te proposer de te financer avec très peu d'apport. Très très peu d'apport. Et effectivement, si quelqu'un vient nous voir avec une opération qui est moyenne en prix d'acquisition, qui il y a énormément de travaux, la personne n'a pas une expérience dingue dans ce type de travaux, là on va lui dire il faut que tu mettes un peu de fonds propres. Okay. Parce que si l'opération se passe moins bien, c'est tes fonds propres. Je comprends, ça sécurise tout le monde. Ok. Mais ouais, non, c'est hyper intéressant. C'est des solutions qui permettent, c'est ça, d'aller plus vite. C'est une solution que je prône. Donc si vous êtes intéressé par du crowdfunding et que vous êtes marchand, n'hésitez pas à aller voir Mathieu chez Tokimo. Avec grand plaisir, on accompagnera toute ta communauté. Et justement, sur tes stratégies, oui. C'est quoi tes stratégies de marchand, justement, que tu fais toi ? Moi, je suis plus sur de l'express maintenant. Les travaux, tu le sais, on va y revenir, mais en tout cas... Et donc, c'est plutôt dans ta zone Alors, j'ai fait les opérations à distance plus compliquées en termes de gestion parce que comme on le disait, marchand c'est un métier, c'est pas quelque chose qu'on fait sur son temps perdu, où on a quelques heures à y accorder, c'est un vrai métier. Et même moi, je l'ai compris il y a pas longtemps. Au départ, je faisais des petites opérations avec travaux, c'était un métier secondaire, etc. Mais aujourd'hui, en fait, là je passe sur des opérations autour d'1 million d'euros, donc des grosses OP quand même, faut être présent, tu peux avoir des petites problématiques, des choses à gérer. Si t'es pas dans le métier à 100%, c'est compliqué. Mais mes stratégies aujourd'hui, c'est vraiment c'est de l'achat-revente express. C'est-à-dire que je vais acheter un immeuble, je vais pré-commercialiser, donc tout ce que tu aimes chez Tokimo. Je pré-commercialise l'intégralité des lots avant d'être propriétaire, avant d'être titré. Et derrière, quand je suis propriétaire, ça découle, ça se revend très rapidement. Je signe des promesses de vente, etc. avant d'être propriétaire, et après ça s'enchaîne. C'est des OP qui durent en moyenne 6 mois à peu près. C'est quoi le bon conseil pour essayer de tenir d'un côté le vendeur et de choper des acquéreurs de l'autre côté ? Moi, je passe beaucoup par des cabinets de gestion de patrimoine pour les reventes. C'est-à-dire que j'ai une opération, j'ai un dossier bien ficelé, je lance à mes différents partenaires gestionnaires de patrimoine et c'est eux qui font le taf avec leurs clients derrière. Et l'intérêt qu'eux ont, c'est que s'ils ont passé du temps sur le dossier, ils vont vouloir que la vente aille au bout. Ils vont vouloir toucher leur commission derrière. Parce que tu les intéresses à la commission là-dessus. Exactement, je les rémunère pour. Et c'est vrai que peut-être pour moi, j'ai passé pas mal de temps en banque privée. C'est vrai que les gestionnaires de patrimoine, eux, ils parlent toute la journée avec des gens qui ont pas mal d'argent à placer, qui n'ont pas forcément le temps et qui cherchent des solutions. Et ce qui est bien, c'est que ces gens-là, ils ont clairement la confiance de leurs clients. Alors que le même client, tu vas l'avoir via un agent immobilier. L'agent immobilier, il a un point de contact unique parce que cette personne-là, le monsieur X, il va parler à son conseiller en gestion de patrimoine quasiment toute l'année, pendant des années. Donc il a confiance. Et on a confiance. Alors quand il se dit, je veux faire un investissement immo, il va aller voir un agent immobilier, il va tomber sur ton immeuble, mais il te connaît pas, il connaît pas l'agent immo, il connaît pas toi. Ouais, donc et puis, si tu dis que t'es marchand, c'est pas forcément toujours bien vu. Non, parce que grosso modo, ça veut dire que tu te fais avoir. Alors qu'en vrai,
pour en financer beaucoup de marchands, en fait, il y a certains clients patrimoniaux qui ne peuvent pas faire le métier de marchand, ils ne peuvent pas faire les travaux, ils ne peuvent pas faire une grosse rénovation, ils n'arrivent pas à se projeter sur, là on est dans un sous-sol, un marchand peut-être qu'il va acheter un truc brut de décoffrage et il va faire une super déco comme on a autour de nous et il va le valoriser. Mais quelqu'un de lambda, il va voir ce truc-là, il dit oh, c'est une cave, jamais j'achète. Jamais j'achète. Alors qu'en fait, il y a des choses à valoriser. C'est exactement ça. J'avais des questions intéressantes à te poser. La plus grosse erreur que tu vois chez les jeunes investisseurs ou les promoteurs ou les gens qui veulent se lancer, parce que tu dois bien les voir vu que tu accompagnes des gens. Nous, on accompagne, on forme des gens et en plus, on les finance. Donc, on en reçoit. Toi, chez Tokimo, on reçoit à peu près. On a dû financer 60 dossiers cette année, un peu moins. Okay. On a dû recevoir 10 fois ça. Donc, on a un taux de conversion, de sélection de à peu près 8 à 10%. Okay. Donc, chez les investisseurs locatifs, l'erreur principale, c'est les gens qui veulent faire du cash flow. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui veulent faire du cash flow et qui vont chercher du cash flow au détriment d'un emplacement, au détriment d'une bonne signature, d'un bon locataire en place. Qui pense à liberté. Qui pense à juste la rentabilité locative, liberté. Ouais, c'est ça. Donc ça, je leur dis, attention, on peut faire des investissements, des bons investissements avec du cash flow, mais il y a beaucoup d'investissements à cash flow qui ne sont pas bons. Parce que c'est du cash flow immédiat, mais sur le long terme, ta stratégie, elle n'est pas bonne. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'éduquer les gens à se dire, projette-toi sur... avec maintenant, il y a quand même beaucoup de tableurs Excel, facile, avec l'IA. Oui, tu peux tout faire. Projette-toi sur 10 ans. Tu dis, voilà, tu demandes à l'IA sur 10 ans, avec 2% d'inflation, l'augmentation des loyers, l'augmentation de la valeur de ton bien. Voilà. Regarde la rentabilité, la création de patrimoine que tu vas faire sur 10 ans, et c'est ça le plus important. Donc vraiment... Attention, le cash flow c'est important, mais l'emplacement ça l'est plus. Ça c'est pour les investisseurs locatifs et pour les marchands de biens. Pour les marchands aussi, l'emplacement est important. Alors les marchands de biens c'est un peu différent. Eux ils croient beaucoup au fichier Excel. Le bilan fichier Excel du marchand de biens, quand ils arrivent chez nous, souvent il y a 25-30% de marge. Ce qui est des belles OP, 25-30% de marge. Quand tu mets entre 0 et 20% d'apport, c'est pas mal. Tu fais x2, généralement en 12 à 18 mois. Donc ça fait rêver plus d'un. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup la profession du marchand de biens se structure. Tu fais partie des gens qui aident à structurer l'écosystème des marchands de biens. Complètement. Mais attention à pas dire ouais, le prix de vente c'est tant parce que je l'ai vu sur des FSA. En fait, pour moi, le métier de marchand de biens, les erreurs premières, c'est que c'est un métier, comme tu l'as dit très justement, c'est un métier hyper local. Il faut connaître son marché sur le bout des doigts. Les meilleurs marchands de biens que je vois, c'est des marchands de biens qui sont experts de leur marché. Mais c'est pas 3 villes. Le mec, il est expert d'une ville et d'un quartier dans une ville. Par contre, il absorbe tout le sourcing parce qu'il connaît tous les agents immobiliers qui font ce quartier-là. Donc, il voit tous les dossiers en premier. Il est hyper disponible tout le temps pour venir être hyper réactif, visiter et tirer une offre très vite s'il faut tirer une offre très vite. C'est exactement ça. Et c'est, lui, je te parle, il fait 3 millions de résultats par an. Donc c'est un beau marchand de biens. C'est un beau marchand de biens. Je pense que c'est quelqu'un qui peut en inspirer plus d'un. Il est sur un marché hyper compétitif en plus. Donc c'est ça que pas que je reprocherais, c'est le point d'attention que je vois. Et nous, on challenge leur business plan, c'est notre métier de challenger. Tu dois en avoir des néo-marchands de biens qui se disent marchands de biens, qui veulent se faire financer chez Tokimo. Bien, on les accompagne. Tu les accompagnes quand même. On les accompagne, les néos, on le fait. Tu les accompagnes par rapport au projet, par rapport aussi au personnage, par rapport à la personne, les deux peut-être? Alors, on va regarder 3 critères. On va regarder le projet. Il faut qu'il nous amène un coût un peu, tu vois, un truc où c'est pas il y a 10% de marge. Il faut qu'il y ait une bonne marge. Il faut qu'il vienne avec une opération assez rentable. Parce qu'on se dit, grosso modo, il fait quand même la marge à l'entrée, même s'il se plante un peu sur les travaux parce qu'il ne va pas bien tenir ses travaux, sa commercialisation, elle va un peu déraper, etc. Il a fait une tellement bonne affaire au départ que on arrivera à le rattraper, à l'aider. Ça sécurise. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que le niveau des travaux soit pas trop important s'il n'a pas l'habitude de gérer les travaux. Et troisième chose, il faut que ça soit quelqu'un, donc une personne, on regarde le porteur de projet, c'est hyper important. Ouais. On prête sur un projet, mais on prête à une personne. Complètement. On prête surtout la société qui porte, mais c'est un entrepreneur de l'immobilier. Un marchand de biens, c'est un entrepreneur de l'immobilier. La personne, c'est sûr. Et donc, on va regarder un peu son parcours. Même s'il n'a pas fait d'opération marchand de biens, souvent ils ont déjà fait un investissement locatif, on regarde comment il les a fait, on regarde son parcours aussi professionnel, souvent c'est les salariés, certains ingénieurs, d'autres, des gens qui se sont fait tout seuls. Mais tu sens dans leur capacité d'analyse qu'ils sont bons, ils ont bouffé de la formation, ils ont été sur le terrain. Et donc ça rassure. Et c'est pour ça que moi,
On finance pas dans nos encours, je dirais qu'on doit avoir max 10% de néo-marchands de biens, 10, peut-être 15 max. Et le reste, c'est des mecs qui sont déjà en place. Mais si nous, plateforme de crowdfunding, qui démocratisons, on va dire, le financement de marchands, on les finance pas, ces gens-là, ils vont jamais démarrer. Mais c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est sûr. Et ces gens-là, ils vont voir les banques elles disent, mais t'es qui toi? Voilà. Et donc nous, il faut qu'on les aide. Alors c'est sûr, quand ils viennent des opérations moyennes, on leur dit non, reviens avec une opération meilleure. Et la dernière chose qu'on fait, quand il y a beaucoup de travaux, on leur dit ok, ton opération elle est belle, c'est con que tu la fasses pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre un maître d'œuvre que nous on connaît dans la zone, qui est bon. Ah, donc ça vous sécurise et aussi. Comme ça, il va gérer avec toi les travaux. Ça va te coûter un peu plus cher parce que tu auras un maître d'œuvre, mais tu vas voir, tu vas apprendre déjà. Nous, on est rassurés sur le fait que ces travaux ils sont tenus. Et qui prend la décision finale sur le projet que vous financez? C'est toi et Christopher? C'est vous qui avez le dernier mot? On a un comité de validation. Okay. Donc en fait, comment ça se passe? On a 2 comités. On a un comité deal flow que je préside avec mes équipes immobilières. Donc on a un comité qui se tient tous les mardis par exemple. Et là, on passe tous les dossiers. On regarde, on va dire, les grands ensembles des dossiers. Okay. Où c'est placé, la rentabilité, la marge, l'opérateur. Donc là, ils me font un bilan. Ils font une critique du bilan, les prix de sortie, on critique, etc. Et à ce moment-là, je dis oui, non, pour aller un peu plus dans le détail. D'ailleurs, des fois, on dit non, ou on dit oui sous certaines conditions. Va essayer de négocier ce type de conditions si l'opérateur est d'accord. Dès lors que j'ai dit oui, après, ils vont analyser. Et après, on fait un comité, on appelle ça un comité final, où là, on rédige une note d'une 20aine de pages. Donc c'est comme un banquier va faire au final pour présenter le projet au siège. Exactement. Je me suis quand même inspiré de ce qui marche depuis des dizaines et des dizaines d'années, et où il n'y a pas trop de défauts dans les banques. Parce que l'idée, c'est qu'une plateforme de crowdfunding, c'est de garder une bonne image et un taux de problème qui est le plus bas possible. C'est hyper important. Dans le marché, on est parmi les meilleurs. Du coup, on a un comité final où là, on regarde vraiment dans le détail. Et ça, c'est signé par les dirigeants d'entreprise, donc Christopher et moi. Ok, donc c'est vous qui prenez quand même la décision. C'est nous qui prenons la décision, ouais. Ok. C'est ce qui nous donne une agilité où on arrive effectivement à prendre une décision. On reçoit un dossier le jeudi qui est extrêmement rapide. Le mardi, on passe au comité, on donne une prévalidation à l'opérateur, et le jeudi, vendredi, il est validé, et la semaine d'après, il est financé. Donc en 2-3 semaines, des fois, on arrive à sortir les opérations. Tu vois. Ok. Et vous financez 100% de l'opération, vous ne financez pas, par exemple, des apports pour qu'ils aillent se faire financer par les banques derrière? Vous préférez certainement moins? C'est une très bonne question. 90% de nos opérations, c'est ces opérations en remplacement de banque, je dirais. Ok, donc à 100%. Donc 100%, on est en garantie hypothécaire de premier rang. Okay. Voilà, et parce qu'on nous le demande, il y a un vrai marché là-dessus. Et on développe de plus en plus sur les opérateurs un peu plus expérimentés, sur les tailles plus grosses, qui ont accès aux banques encore. On va venir financer l'apport, pardon. Et on va le faire principalement sous forme de partage de marge, ce qu'on appelle le club deal chez nous. Ok, je comprends. Donc en fait, grosso modo, sur une opération, pour faire simple, à 1 million d'euros, la banque va dire moi je mets 700 000 euros, tu dois mettre 300 000 euros d'apport, et nous on va dire sur ces 300 000 euros d'apport, toi opérateur tu vas mettre 30 000, parce qu'on veut quand même que tu mettes de l'argent, et nous on va t'apporter 270 000 euros. Ah, donc final 30 000 sur une opération à 1 million. Ouais, mais par contre tu vas partager ta marge. Donc, et c'est plus simple parce que du coup on va t'accompagner dans la durée aussi, parce que si l'opération elle peut durer 1 an, mais elle peut durer aussi 18 mois, la marge elle va décaler, et du coup c'est pas comme si tu as des intérêts qui courent, ou là où ça peut être problématique si ton opération ne tourne pas assez vite. Yes. Donc là, on fait du partage de marge. Partage de marge. Par contre, il n'y a pas d'intérêt mensuel à payer. Non. Donc c'est juste, ok, donc c'est intéressant. Et vous prenez 50% de la marge? Ça dépend de la marge du projet, ça dépend de l'opérateur, ça dépend combien il met, parce que j'aurais tendance à dire que sur une opération rentable, dans nos standards, je considère que l'argent vaut 50% et le travail vaut 50%. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Okay. Mais des fois, il y a une opération où il n'y a pas beaucoup de marge parce que la personne n'a pas levé assez dans la banque. Tu n'as pas levé, par exemple, la banque dit je te finance que 500 000 sur 1 million. Du coup, l'argent va valoir plus que 50% de la marge parce qu'il n'y a pas une optimisation au niveau de la banque. Par contre, si l'opérateur a su négocier 80% de financement et que c'est une marge énorme, nous, on va regarder la rentabilité que ça fait pour nos investisseurs. On dit nous, on n'a pas besoin de 50% de la marge, on a peut-être besoin de 30% de la marge. Okay, donc en fait, on en fait beaucoup moins parce qu'on peut beaucoup moins industrialiser ça, mais par contre c'est beaucoup plus intéressant pour les opérateurs. Mais vous portez pas le projet, c'est toujours le porteur de projet qui... Nous on porte pas, non. Vous portez pas. Donc ça veut dire que c'est sa société qui crée,
Nous, on structure avec lui, on fait un pacte d'actionnaires avec lui, mais il reste président de la société et il prend les décisions. D'accord, vous êtes quand même associé dans le projet parce que vous mettez les fonds. Vous n'êtes pas juste là en apporteur de financiers. Enfin, quand je dis c'est les investisseurs qui sont associés. Hein. Ok. Nous, on va être co-dirigeant avec l'opérateur de la société, très clair. Où on peut être membre si on constitue un board, si il y a un pacte d'actionnaires. On est derrière, on n'est pas opérationnel, mais on supervise l'opérationnel. Si demain le BP décale, il faut qu'on ait une discussion avec l'opérateur pour prendre des décisions. On est censé représenter les investisseurs. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses que la tech ou l'intelligence artificielle va transformer l'immobilier commercial, puisque c'est ton domaine? Moi, je pense que l'IA, on s'en rend pas compte. À quel point ça va transformer notre quotidien business perso. Il y a 3 jours, il y a un nouveau robot qui est sorti, la Neo. T'as vu? Je sais pas si t'as vu. Ouais. Le robot un peu humanoïde. C'est ça. Qui te permet de faire des tâches quotidiennes. On parlait quand on était gamin et au final on y est quoi. On y est. Et c'est très marrant parce que je l'ai vu le truc et moi j'adore ça, les technologies, un peu l'innovation. Donc je l'ai commandé. Enfin, j'allais pour le commander et je montre ça à mon fils qui a 5 ans. Je dis t'es content si on commande ça à la maison et tout. Mon fils a pris peur. Mais il a pleuré comme je l'ai jamais vu pleurer, il a vraiment de peur. Ok. Il a une réaction que je n'avais pas du tout anticipée. Donc je dis non c'est bon, t'inquiète, on ne le commande pas. Et il m'est revenu le lendemain. Il m'a dit papa, je comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça, je veux bien le robot. Donc là je l'ai commandé. Il a quel âge ton fils? Il a 5 ans. Ok. Là je l'ai commandé, bon c'est livraison 2026 voire 2027, on va voir. Okay. Mais donc pour répondre à ta question, moi je pense qu'on est à l'aube d'une révolution monstrueuse. C'est une certitude. Je pense qu'il y aura ceux qui ont pris le virage IA et ceux qui l'ont pas pris, et ça va être catastrophique pour ceux qui l'ont pas pris. Moi dans mes boîtes, je suis en train d'embaucher quelqu'un qui va faire que de l'IA pour implémenter l'IA dans toutes les boîtes, parce que quand je dis à mes collaborateurs mettez de l'IA dans vos processus, alors ils utilisent ChatGPT pour écrire des mails, mais ça c'est niveau 0. Beaucoup de gens disent moi je fais de l'IA parce que je suis sur ChatGPT, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc moi j'embauche quelqu'un qui va faire que de l'IA, de l'IA, donc il ne fera rien d'autre que de l'IA pour implémenter de l'IA dans toutes mes boîtes, et il va bosser de manière transversale dans toutes mes boîtes. Et donc ça c'est pour le côté entrepreneur. Côté immobilier commercial, l'immobilier c'est difficile à disrupter. Et moi, je suis bien content d'avoir un patrimoine immobilier parce que tout ce qui se passe en IA, etc., tu vois, une boîte comme Apple, demain, si OpenAI sort un téléphone, franchement, Apple, je donne pas cher de leur peau. On est d'accord. Alors, ils sont tellement gros que ça va mettre du temps, mais c'est comme les banques. Ils sont en déclin, les banques, aujourd'hui. Moi, pourquoi je suis parti? C'est pour une de ces raisons-là. Elles sont en déclin, donc tu vois, dans les banques, c'est de moins en moins compétitif. Donc, c'est un déclin. Ça met du temps. Apple va se faire probablement laminer par OpenAI et tous ces géants de l'IA, mais ça va pas se voir tout de suite. Non, on va pas faire faillite, mais ça va mettre des années. Donc, moi, je suis plutôt d'avis de dire, grâce à l'immobilier, on se protège contre l'IA. Et c'est ce que je dis beaucoup à mes élèves. Parce que l'IA, pour te dire, ce local-là, il est à ce prix-là, parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai regardé le règlement copropriété, etc. L'IA, ça va être très difficile. Et l'IA prendra pas de décision à la place de l'humain sur la prise de risque. Non. Et donc je pense on aura toujours besoin, de se nourrir, loger, pour l'immobilier, et 2, on aura toujours besoin de consommer. Et je dirais même plus pour l'immobilier commercial, les gens vont de moins en moins travailler, et donc du coup vont de plus en plus consommer. Donc il y a des revenus qui vont être créés par l'IA notamment, et donc l'immobilier de loisirs, donc tout ce qui va être hôtellerie, tout ce qui peut être parc d'attractions, paddle, tout ce genre de choses, va exploser, je pense, dans les années à venir. Et j'ai vu des très très gros fonds d'investissement américains lever des milliards d'euros là-dessus. Et je pense que c'est des stratégies qu'il faut faire. Parce que les gens auront plus de temps, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Donc je pars sur le principe que les gens auront plus de temps à donner leur quotidien, à leur lifestyle, et donc ils vont faire plus de sport, ils vont manger beaucoup mieux. Donc tous les restaurants un peu healthy, toutes les activités sportives, toutes les activités ludiques, ça va exploser. Il faut de l'immobilier pour loger tout ça, et c'est de l'immobilier commercial. Ok. Et toi, c'est quoi ton avis sur l'IA et son évolution? Moi, je l'utilise au quotidien, et je peux te parler peut-être de Hello Helio, qui est une plateforme en ligne qu'on est en train de lancer avec des associés. Je me suis associé avec une équipe qui est spécialisée en tech, en développement, en marketing, en intelligence artificielle, en scrapping. Donc, ils ont pris des parts dans le projet. Et en fait, on va créer une plateforme en ligne qui va permettre de créer un dossier bancaire grâce à l'intelligence artificielle qui va te permettre d'avoir plus de chances d'obtenir un oui auprès d'une banque, auprès d'un courtier.
L'objectif, on a aussi des courtiers partenaires avec qui on travaille et on pourra renvoyer en fonction du dossier, si le dossier est plus ou moins complexe, au bon courtier en face. Donc on va pouvoir aussi faciliter en fait l'accès au financement pour de la résidence principale, pour de l'investisseur en SCI. C'est vraiment notre métier, c'est de faciliter l'accès au crédit. C'est marrant parce qu'on en parlait juste avant de démarrer le podcast. C'est ça. Et je t'ai dit, ma réaction, c'est waouh, super valeur parce que effectivement, t'as pas d'abonnement, c'est juste tu payes une fois one shot. Tu payes ton dossier, c'est ça. Et moi, je trouve ça génial parce que il y a deux pains. Tu feras l'immobilier commercial ou pas ? C'est dans mon objectif en fait. Bon, il faut qu'on en parle. J'ai envie de créer ma foncière, ça prend encore un peu de temps, mais vraiment d'investir sur ce qui me tente en fait, c'est des bâtiments industriels et c'est des murs d'hôtel. J'ai cette envie depuis quelques années, donc les choses devraient se concrétiser. C'est les deux choses qui marchent bien, donc c'est effectivement les hôtels. S'il y a bien un type d'investissement, je pense qu'il ne mourra jamais en France. On est à Paris, ville-musée. On est en France, un des plus beaux pays du monde. C'est pas les Français qui le disent, c'est même les étrangers qui viennent. Bien sûr. Un des pays les plus visités au monde. Donc il faut les accueillir, l'hôtellerie. Mais tu règles avec Elio, tu règles un pain énorme dans l'immobilier. Immobilier résidentiel, commercial, je pense que c'est pareil. Il y a deux sujets importants, c'est le sourcing. Complètement. Premier pain. Deuxième pain, c'est le financement. Et je pense que ce pain devient de plus en plus dur. Moi, je le vois bien. Aujourd'hui, l'argent vaut plus que le travail, ou en tout cas, l'argent vaut plus que quelqu'un qui trouve un bon deal. Des bons deals, il y en a plein. Des banques qui te financent dans des bonnes conditions, il y en a de moins. C'est pour ça que Tokimo existe. Exactement. Mais bon, Tokimo ne finance pas les stratégies long terme, par exemple. Tu vois, il finance que du court terme. Donc, je trouve que c'est hyper bien d'avoir lancé ça. Et ma question, c'est comment... Bon, donc tu fais le dossier. Ok. C'est ça. Mais comment tu assures ou comment tu améliores la validation du dossier à une personne ? Parce que moi, dans mes élèves, la difficulté, il y a toujours un courtier qui se monte, qui dit je vais vous faire des super dossiers. Mais comment tu arrives finalement à avoir un taux de satisfaction, enfin un taux de réussite qui soit plus élevé que ce qui se faisait avant ? Déjà, en fait, le dossier, on l'a réfléchi avec des banquiers et des courtiers. C'est-à-dire qu'on a essayé de réfléchir au meilleur dossier possible. Ce qu'on veut, c'est que quand le banquier ou le courtier reçoivent le dossier, on a envie qu'ils se disent super, j'ai un dossier qui est complet, j'ai aucun document à redemander, j'ai toutes les informations sur le marché, sur le bien, sur les travaux potentiels. On a toutes les informations. Il a toutes les pièces réunies, on ne va pas dire qu'il n'a plus rien à faire, mais on lui a pré-mâché le travail. Donc déjà, toi qui as travaillé dans la banque, je pense que tu pourras nous le dire, mais un bon dossier donne beaucoup plus envie aux banquiers de te suivre. Clairement. Il y a encore des gens qui envoient les dossiers à l'arrache. Et c'est vrai que j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps avec ma banquière. J'ai réussi à la faire venir sur un live, tu sais, super, sur les réseaux sociaux. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais elle a dit ça. Elle a dit, en fait, il faut penser que les banquiers, eux, ils ont un quotidien, ils se font harceler. Des crédits, des mails partout. Si tu leur envoies 3-4 pièces jointes où il y a le compromis, il y a 40 pages à lire, il y a ton fichier Excel avec des cases qui manquent, des couleurs, et ça, ils ne connaissent pas. Toi, tu connais par cœur ton fichier Excel. Ça ne marche pas. Il faut que tu envoies un document synthétique où il y a tout dedans. Tes compromis, tes dates, ta condition suspensive, le montant que tu recherches, le taux que tu voudrais, ta situation, la situation du projet, etc. etc. Et là, en un seul document, il a tout synthétisé. Ça facilite. Donc ça, Elio, tu le feras. C'est ça. Nous, on synthétise le projet, on donne quand même un maximum d'informations, mais on aura une synthèse qui va vraiment résumer sur une page, comme tu le dis, c'est marrant que tu le dises, sur une page, le projet, le financement, le besoin, etc. Donc il a tout sous les yeux en une lecture assez simple. Et derrière, on va complémenter par une étude plus approfondie du marché. On aura toutes les pièces qui sont bien rangées, etc. Et on va permettre justement d'avoir un dossier ultra carré qui donnera envie d'être financé. Trop bien. Voilà. Hâte de découvrir ça. Ça sort quand ? Ça sort, on est en cours de finalisation, la plateforme est créée. Et ils ont fait un superbe taf c'est vraiment un très très beau produit. Et on est en train de le complémenter par l'intelligence artificielle justement pour cette félicitation, pour faciliter vraiment. On va dire, ce qu'on veut, c'est que le dossier soit fait en quelques minutes. Forcément, ça prend un petit peu de temps de mettre toutes ces pièces, mais ce sera hyper bien intuitif. Mais on est sur la phase de finalisation. On est vraiment en finalisation du produit. Ça devrait sortir, si les prévisions sont bonnes, d'ici 2 mois, à la fin de l'année. Hâte de voir ça. Et avec grand plaisir. De toute façon, ça sortira un peu partout. Ouais. On veut clairement devenir les numéro 1 et on le sera. On en est persuadé. Trop bien.
faut entreprendre. Et c'est vrai que l'IA, il y a beaucoup d'opportunités. On prend tous les deux le virage de l'IA avant qu'il soit trop tard. Ouais. Il y a deux choses que je vois dans l'IA, c'est effectivement augmenter la productivité d'une boîte existante, qui est suffisamment agile, suffisamment tech pour que ça soit visible tout de suite dans les faits, dans la productivité. Et je pense que les boîtes qui faisaient une marge d'EBITDA avant de 25-30%, bah, tu vas réussir à la pousser à 40-50% de marge d'EBITDA assez facilement. Première chose, pour pouvoir scaler sans avoir embauché trop de monde. Et moi, je vais commander plein de Neo qui vont bosser. Non, ils font pas ça encore, mais je pense que c'est utopique. Je pense que on n'arrivera pas à faire ça. Donc, première chose, effectivement, augmenter la productivité grâce à l'IA. Et après, il y a effectivement créer des boîtes IA, en fait. Où là, bah, soit tu formes des gens à faire de l'IA, soit tu crées un SaaS comme le tien IA, quoi. Complètement. Il y a de l'IA, donc tu pars d'une page blanche et tu casses un marché, tu disruptes un marché par rapport à ce qui se faisait avant. Non, mais complètement. Et toi, en tant qu'entrepreneur, justement, je change un peu de sujet, oui et non, mais ton objectif, il est de garder tes boîtes ou potentiellement de ressortir, de les vendre. C'est quoi dans ta stratégie? Parce que d'intégrer de l'IA, c'est forcément bien dans tes boîtes parce que tu pourras être valorisé. Tu auras une valorisation qui sera beaucoup plus importante. Mais c'est quoi vraiment ta stratégie, toi Moi, je ne pense pas à la vente de mes boîtes. Et tu vois, on a été approché, je ne donnerai pas le nom, mais on a été approché pour être acheté sur une des boîtes que j'ai. Ok. C'est marrant, ça fait du bien à l'ego parce que tu dis, bah, j'ai une boîte qui est valorisée, qui vaut de l'argent. Et puis ça veut dire qu'on parle de toi. Donc ça, mais c'était un bon test pour savoir si je voulais vendre. Et en fait, tu dis, moi, je n'ai pas amené mes boîtes au bon endroit encore. Et en fait, tu dis, c'est ton bébé, tu l'as créé. Complètement. Et notamment quand tu as bien galéré, que tes employés ont travaillé chez toi, qui t'ont vu presque à poil sortir de ta douche parce qu'ils sont arrivés tôt, etc. Si tu veux, tu as tellement galéré pour ça que, en fait, bah, tout le travail que j'ai fait, donner les fruits, alors que bah, tu commences à avoir les fruits de tout le travail, là, de la partie difficile. Hein. C'est quand même beaucoup plus difficile de créer une boîte que d'en reprendre une, surtout dans un marché compétitif. Donc moi, je suis plutôt d'avis à pas céder, à garder, un peu comme mon immobilier, j'ai du mal à le vendre. Et j'aime bien garder, j'aime bien me bâtir, impacter, et c'est de consolider, quoi. Ok, donc tu es opportuniste en fonction des propositions, mais c'est pas dans... si tu devais donner un conseil à un mec ou une nana qui veut se lancer dans l'IMO aujourd'hui, plutôt l'IMO commercial, on va dire, ou l'IMO de manière générale, de toute façon, ce serait quoi ton conseil? Si tu veux vraiment faire de l'argent vite, tu as deux façons. Soit tu trouves des très grosses affaires que tu vas pouvoir vendre à quelqu'un, apporter à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, des bonnes affaires à plusieurs millions, tu vas prendre une commission d'apporteur d'affaires. Ok. Donc là, tu n'as pas besoin d'avoir accès aux banques, tu ne prends pas de risque, tu prends une commission 50, 60, 70 000, 100 000. Si tu as un peu d'apport, pour moi, tu peux faire effectivement de l'achat-revente commercial, résidentiel, pour tout de suite tourner l'argent et faire une plus-value que tu récupères tout de suite. Et là, tu fais assez vite de l'argent. Mais si j'ai un conseil à donner, que ce soit pour le locatif ou le achat-revente, c'est deviens expert de ton marché. Voilà. C'est pas en allant sur effectivement sur Sologer, etc. Avec Sologer ou autre, tu vas rencontrer les agents immobiliers. Les agents immobiliers, ils vont te passer les opérations qui sont pas sur le net, qui sont pas sur le net. Tu vas créer donc constitue-toi une expertise. Déjà, il faut se former pour devenir expert, parce que si tu arrives devant un agent immobilier, tu dis donne-moi la meilleure affaire que tu as, mais que tu n'es pas formé, tu n'as pas les bons réflexes, tu n'auras rien. Et tu vas passer pour un clampin plus qu'autre chose. C'est exactement ça. Donc, forme-toi bien. Et les réflexes, les codes d'un investisseur averti en immobilier, même si tu démarres. Maîtrise ton marché. Deviens expert de ton marché. Fais plusieurs visites. Il faut bouffer de la visite, de la visite, de la visite. Avant d'acheter, je crois que j'ai visité 60 biens. Voilà, il faut visiter parce que du coup, tu vas créer un benchmark, même si ce n'est pas de l'IA, mais tu vas créer un benchmark dans ta tête. C'est-à-dire que tu vas faire un comparatif. Tu dis là, c'est la bonne. Là, c'est le bon prix. Il y a un potentiel, il n'y a pas de défaut. Et après, tu y vas. Mais une fois que tu y vas, soit tu y vas petit avec tes propres moyens, soit tu y vas beaucoup plus gros en t'associant avec quelqu'un qui a les moyens. Et ça, c'est deux stratégies. Je dirais que ça dépend des profils. Moi, j'ai un caractère à m'associer. J'ai plein d'associés. J'ai Kluka, j'ai un associé. Tokimo, j'ai un associé. Nouvelle boîte, je sors, j'ai un associé. La formation, j'ai pas d'associé. Mais dans mes business immobiliers aussi, j'ai des associés. Donc, j'ai un caractère à s'associer. Parce que je suis un caractère qui trouve toujours les solutions,
qui reste assez calme, le sang-froid, etc. Et qu'est-ce qui fait que tu t'associes aujourd'hui plutôt que de le faire seul? Moi, je suis de la même optique que toi. Je m'associe également parce que je m'associe quand j'ai quelqu'un qui m'apporte quelque chose. C'est ça. Et quand je lui apporte quelque chose. Et tu t'associes en général, est-ce que tu t'associes à une personne qui a d'autres compétences que tu n'as pas, par exemple? Exactement, quand c'est complémentaire. Tu vois, je me suis associé à Christopher Tokyo parce qu'il avait une très grosse communauté, une capacité à amener de l'attraction, donc on s'est associé là-dessus. En termes de visibilité, ça voilà, change. Il y avait de la visibilité. Je me suis associé à Paul sur Kluka, donc la boîte d'investissement locatif clé en main. Ok. Parce que, c'est lui qui est venu avec l'idée. Et 2, moi j'avais pour le coup là l'attraction, la communauté, la visibilité, le sourcing, mais j'avais plus de temps en termes d'opérationnel. Donc je lui amène les deals, etc., mais il gère l'opérationnel. Donc c'est un peu c'est un associé opérationnel, quoi. Voilà, et donc moi je continue à apporter avec mes forces et avec mon temps disponible. Donc pour moi il faut qu'une association soit claire dès le départ. Moi j'avais lancé des associations qui ont pété en route. On n'a pas créé la boîte, mais on avait dit qu'on allait s'associer, on avait commencé à travailler ensemble, qui ont pété en route parce que c'était pas clair au départ sur le qui fait quoi et qui apporte quoi. Et ça, je trouve qu'on s'associe, c'est hyper important. Et je connais des gens qui pourront jamais s'associer. Et je pense que ça, il faut bien se connaître pour savoir si on est associable ou pas. Mais je suis d'accord, tu peux même faire des tests avant de lancer officiellement l'association. Tu peux travailler déjà un peu en off comme ça, voir si ça matche bien. Et derrière, après, il y a des prises de part et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est hyper important. Moi, j'ai fait des erreurs d'association. Tu as fait quoi, par exemple, comme erreur je me suis Alors, erreur oui et non, mais je me suis associé à une personne qui au final n'avait pas les mêmes ambitions, les mêmes objectifs que moi. Il paraissait très bien, c'était un ami de longue date, sauf que on n'avait pas la même vision du business, pas la même façon de gérer. C'était pas un bon gestionnaire, donc toute la gestion de la boîte reposait sur moi. Donc quel intérêt d'être associé avec quelqu'un si tu as tout le poids sur tes épaules? Aucun intérêt. Donc c'est de l'apprentissage, hein. Je parle d'échec, etc., mais c'est plus une forme d'apprentissage. Et aujourd'hui, quand je m'associe, je fais les choses complètement différemment. Et toi, par exemple, du coup, là, t'as eu, après toutes ces erreurs, après toute cette expérience, si je croisais le Julien d'il y a, je sais pas, 15 ans, qui devait démarrer, qui se lançait dans l'IMO, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais peut-être déjà de passer à l'action. En fait, faut pas se poser de questions. Il faut faire les choses intelligemment, mais la multitude d'actions va faire que tu auras de la réussite derrière. J'ai des gens dans mon entourage qui me disent souvent j'ai pas réussi à faire ça, ou que ce soit pro ou perso, hein, peu importe. Mais là, je vais parler dans le côté entrepreneurial, mais on me dit souvent j'ai pas réussi, mais je lui dis qu'est-ce que tu as mis comme action pour espérer avoir des résultats derrière? Souvent, on me dit j'ai essayé ça par-ci, par-là, mais en fait, tu aurais fait 10 fois, 15 fois, 100 fois la même chose, tu aurais eu plus de chances d'avoir des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais tu aurais eu des résultats derrière. Donc je lui dirais peut-être de pas se poser de questions et de faire, de passer à l'action plus facilement. Ça serait peut-être une des premières choses. Et puis, peut-être lui dire de ne pas avoir peur de déléguer. J'ai voulu pendant longtemps maîtriser, avoir la main sur tout. Et vaut mieux quelqu'un qui fait pour toi, même si c'est moins bien fait. Mais quelqu'un qui fait, et toi tu peux te concentrer sur tes stratégies, sur le développement et pas être dans l'opérationnel, parce que être dans l'OP tout le temps, t'avances pas, tu stagnes, tu te développes pas, ou pas rapidement en tout cas. Complètement. Donc je lui dirais, je pense c'est ça, de passer à l'action et puis de pas avoir peur de déléguer plus facilement. Okay. Et toi, si je te pose la question, en tant qu'investisseur IMO ou en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, commence plus tôt. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais un enfant de 1 an et demi, enfin même avant. 6 ça mois, fait combien de temps que tu es entrepreneur? Ça fait 4 ans. Ça fait que 4 ans? Ça fait 4 ans. Tu as une belle évolution en peu de temps. J'ai tout donné, du coup j'ai essayé de rattraper le temps, si tu veux. Je suis resté, on va dire, si je compte tout mon salariat hors, on va dire, un petit job, j'ai fait 12 ans de salariat. Donc 12 ans de salariat, c'est long. Alors ça m'a apporté plein de choses au niveau structuration d'entreprise. Du coup, plus ta boîte grandit, plus moi je sais comment structurer l'entreprise parce que j'ai vu des grandes entreprises structurées. Mais bon, honnêtement, à refaire, j'aurais dû partir au bout de 3 à 5 ans. Ouais, ok. Moitié moins de temps. Pas 12 ans, quoi. J'aurais dû quitter, parce que j'avais un bon job et tout, j'aurais dû quitter au bout de 3 à 5 ans et monter ma boîte à 28 ans. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens justement qui veulent se lancer mais qui ont peur, qui passent pas à l'action justement et qui restent dans leur job qui leur convient pas? En fait, quand tu es jeune, ceux qui sont jeunes et qui nous écoutent là, je dirais les 22-30 ans,
qui sont jeunes, généralement, tu n'as pas beaucoup de patrimoine, tu n'as pas beaucoup d'engagement, tu n'as pas d'enfants, pas de famille. Ouais, là, il faut tout risquer. Ouais. Il faut tout mettre all-in. Tu montes ta boîte, il faut avoir une bonne idée, il faut bien travailler. Ce qui est important, c'est travailler l'idée, le marché. Il faut bien travailler l'idée et le marché, prendre du temps de bien travailler l'idée et le marché, confronter cette idée-là, surtout ne pas cacher. Ouais, non, moi je te dis pas mon idée, tu vas me le piquer. Ah, c'est souvent ce qu'on entend. Confronte ton idée à ouais, plein de gens autour de toi qui sont des gens suffisamment smart pour te critiquer et pas te dire ah c'est super, vas-y. Ou suffisamment smart pour pas te dire attends, mais ton truc, laisse tomber, ça va se craser parce que eux ont peur de monter une boîte. Ouais, c'est souvent ça. Donc par les entrepreneurs. Le tonton ou et ils vont t'aider plus qu'autre chose. Donc effectivement, se lancer tôt. Mettre all-in sur tout mettre sur sa boîte, son temps, un peu d'argent, lever des fonds aussi, ça permet d'accélérer assez vite. Et ça, c'est pour ceux qui sont jeunes. Et moi, je leur dirais, l'entrepreneuriat, c'est le truc le plus excitant, c'est la plus grosse drogue qui existe au monde. Même si je ne prends pas de drogue par ailleurs, mais c'est la plus grosse adrénaline. Moi qui suis fan de sport, j'allais en parler rapidement. Voilà, de après. sport, tu vois, de sport extrême, le ski hors piste, le surf, etc. J'avoue que dans l'entrepreneuriat, je retrouve ces mêmes sensations. Non, mais complètement. Et maintenant, j'y passe beaucoup de temps en entrepreneuriat. C'est vraiment le truc qui m'excite le plus. C'est là où tu passes le plus de temps, j'imagine. Ouais, c'est là où je passe le plus de temps aujourd'hui. Et pour les salariés qui se posent la question entrepreneurs et qui sont un peu plus avancés, par exemple, dans leur vie, enfants, etc. Moi, j'avais... peut-être on y viendra après, mais moi, j'avais la volonté de quitter le salariat parce que... Parce que j'avais diversifié mes revenus. C'est-à-dire que j'avais fait beaucoup d'immobilier, mes revenus immobiliers, je me suis dit, écoute, tu te lances, t'as rien à perdre. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tu plantes ta boîte. Ouais, tu retrouves un job derrière. Je vais retrouver un job derrière, mais j'ai tellement appris pendant 2 ans d'entrepreneuriat, par exemple, où je plante, mais que je vais revenir et mon salaire, ça va être 20, 30, 40% plus cher. C'est clair, tu auras appris et au pire des cas, d'expérience. si j'ai besoin de tenir, je vends un bien immobilier, j'ai une plus-value, je récupère le bien, je récupère de l'argent sur le bien, pardon. Tu vis une année tranquille. Je vis une année de plus et ça me fera pas mal. Et j'aurais tellement appris. Et peut-être que je me serais dit, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Tu vois, je serais revenu en salariat et je serais venu plus fort parce que j'aurais plus ce truc de dire, il faut que je devienne entrepreneur, etc. Donc voilà les conseils que je donnerais. Ok, très clair. On parlait du côté perso très rapidement, mais je vois en tout cas sur les réseaux que tu fais beaucoup de sport à côté. C'est pour toi, le fait d'être entrepreneur, est-ce que tu l'associes à cette liberté ? C'est peut-être une forme de liberté qui te permet d'avoir peut-être plus de temps et de faire ce que tu aimes à côté. Parce qu'en tant que salarié, quand tu travailles de 8h à 17h, que tu as tes enfants à t'occuper le soir, le temps, il est minime. Tu as 5 semaines de vacances, c'est léger quoi, pour faire tout ça. Donc c'est quoi ? C'est une forme de liberté aussi qui t'anime au quotidien ? C'est une très bonne question. En vrai... En banque, on a beaucoup de vacances. Donc, en fait, je ne peux pas me plaindre énormément sur la liberté, on va dire, de temps. J'avais mes week-ends, j'avais 2 jours de télétravail à la fin, et j'avais 8 semaines de congés payés. Donc, en vrai, j'étais assez libre quand même. Mais j'étais pas libre parce que je faisais pas ce que je voulais quand je voulais. C'est-à-dire que je n'allais pas dans la direction que je voulais quand je voulais dans mon job. J'avais des patrons, des managers qui me disaient on va prendre cette direction. Et je n'étais pas forcément d'accord tout le temps. Et j'étais tout le temps sous emprise psychologique. Et je n'étais pas manipulé, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais quand tu es salarié, tu es dans un groupe où tu n'as pas créé créé tes propres valeurs. Moi, dans mes entreprises, c'est mes valeurs. Les valeurs aussi qu'on a créées avec l'équipe. Une entreprise, c'est pas Mathieu. C'est Mathieu plus l'équipe. Et j'ai des équipes formidables pour ça. Donc, du coup, ça change complètement la façon de travailler, de vivre ton quotidien. C'est complètement différent. Donc ça, c'est le truc vraiment très, très différent. Deuxième chose, quand tu es entrepreneur, tu peux pas te laisser aller. Tu peux pas, quand tu es salarié, tu vas faire la fête un jeudi soir, after work, tu es bourré le lendemain, tu te dis, bon, c'est pas grave, le job, tu bien qu'on peut le faire de temps en temps en tant qu'entrepreneur, c'est ok. Ouais, moi, ça m'arrive de moins en moins. Non, mais complètement, parce que le lendemain, en fait, tu perds 2 jours, quoi. Ouais, moi, j'aime pas avoir mon cerveau à 80%. Tu perds 2 jours. Donc, il faut qu'il soit toujours à 90 ou 100. Et en fait, parce que tu perds trop de temps. Et le temps, quand t'es entrepreneur, il va tellement vite. Et tu dis, pourquoi mettre d'alcool, faire la fête, coucher tard, quand tu peux aller beaucoup plus vite et t'es tellement bien autrement. Et donc, du coup, ça t'impose. Mais ça te l'impose pas de manière, c'est pas le bon mot imposé, mais ça te tourne, ça t'oriente vers une rigueur où en fait tu fais hyper attention à ton corps, à ta santé. Tu manges sainement, tu fais du sport. Ton cerveau, il ne fait que monter en efficacité, en efficience. Et effectivement, je fais de plus en plus de sport. Je faisais du sport avant quand j'étais salarié, j'en faisais beaucoup moins que maintenant. Pourtant, j'ai 3 boîtes à gérer, j'ai mes investissements, j'ai un enfant et je profite un peu aussi.
Et donc, j'ai beaucoup mieux organisé qu'avant. Donc oui, le sport, et pour moi, le sport, c'est vraiment un équilibre énorme. Moi, je me documente beaucoup sur le bien-être. Tu vois là, j'ai pris une naturopathe qui est exceptionnelle, qui me fait faire des tests. Alors, là, des tests dans tous les sens, tests biologiques, tests génétiques, les analyses de sang tous les 3 mois, etc. Et elle suit mon corps, et regarde comment mon corps réagit à certaines vitamines, etc. Et elle me complémente en fonction de mes besoins par rapport à mon corps. C'est ce que font beaucoup les Asiatiques, en fait. Par rapport à en France, où on va chez le médecin quand on est malade. Chez eux, ils vont chez le médecin préventif. Avant d'être malade, voilà. Justement. Mais c'est la bonne façon de faire. Et donc, du coup, ça, jamais je l'aurais fait en tant que salarié. Mais quand tu fais du travail, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que quand tu es entrepreneur, tu as tes équipes derrière qui te demandent à ce que tu sois exemplaire et tu te pousses. Et tu es en meilleure santé, tu vas mieux, tu manges mieux, tu comprends mieux comment fonctionne ton corps, donc tu fais du sport en conséquence. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui s'installe. Complètement. Et moi, mon hygiène de vie, maintenant, en tant qu'entrepreneur, avec 3 boîtes, tu pourrais dire, mais le mec, il est complètement sous l'eau. Et mon hygiène de vie, elle est peut-être 5 à 10 fois meilleure que mon hygiène de vie quand j'étais cadre dans la finance, bien payé. Quoi. Ouais, non, mais c'est ça, parce que tu étais dans l'opérationnel, tu n'avais pas forcément besoin de réfléchir tout le temps, autant que maintenant en tout cas, donc tu faisais peut-être moins attention à toi, ou tu n'avais pas cette envie de prendre autant soin que toi que maintenant. Aujourd'hui, comme tu le dis, il faut que ton cerveau il soit à 90, 100% tout le temps. Tout le temps. On n'a pas le choix. Ouais. On se repose rarement. Tu as la même hygiène de vie, toi? Comment moi, je mange hyper sainement. Très peu de cheat meal, franchement. De temps en temps, allez, une petite entrecôte avec du beurre, c'est bien, mais c'est très rare. Sinon, je fais beaucoup de sport aussi, quasiment tous les jours. Je vais à la salle, en général le matin, vers 7h, 7h30. Je fais mon yoga, étirement, mobilité et séance de sport. Donc, toi, t'es un niveau... Tu consacres combien de temps par semaine, tu dirais? 3 quarts d'heure le matin. Donc, tous les jours? Ou 5 jours du lundi au vendredi. Le week-end en général, je fais donc pas. Ça fait à peu près. Après, je fais du padel, j'ai un peu d'autres séances à côté aussi. Je fais de la course à pied, je fais pas mal de trail, de choses comme ça. Donc, mais ça se voit, t'es fit. Je le prends positivement, merci. Non, mais t'es fit dans le sens que t'es léger. Bien sûr, non, mais complètement. Je fais hyper attention. En course à pied, tu dois être efficace. L'autre fois, je me suis fait un dimanche, j'avais envie de me vider la tête, beaucoup de choses à gérer, j'allais enchaîner une semaine de ouf. J'ai fait en allure, je crois, 4,23 sur 5 km, donc j'étais hyper content, quoi. C'est bien. Ouais, c'est bien. Je crois qu'on est arrivé, Mathieu, sur le bout de l'interview. Ouais. Il me semble que tu pars à Bali. Tu vas pour le kiff, pour gérer tes villas. J'y vais pour les deux. Pour les deux. On parlait juste du sport avant. Effectivement, moi, c'est une hygiène de vie. Je vis dans une région, donc, la Côte d'Azur, où il n'y a pas beaucoup de vagues. Là-bas, et là-bas, il y a des vagues tous les jours. Donc, tu vois, comme tu dis, je vais faire 3 quarts d'heure de salle ou de yoga tous les matins. Moi, je vais faire 1h30 de sport, de surf tous les matins et 1h30 de surf tous les après-midi. Tu bosses quand même sur place? Je bosse sur place pour mes entreprises ici en France. Et je bosse sur place aussi pour les projets immobiliers qu'on développe. D'ailleurs, Tokimo, on ouvre une branche. Donc là, je vais installer un collaborateur à Bali, qui va être sur place pour financer des projets là-bas, pour trouver des projets là-bas, pour financer des projets là-bas. Et oui, en fait, aujourd'hui en immobilier en France, on voit que le marché est stable, où il monte très peu. Quand tu regardes l'Asie du Sud-Est, elle a une croissance économique plutôt autour des 4 à 6%. L'Indonésie, c'est 5% par an. Okay. L'Indonésie, c'est vu par les analystes comme étant le continent, ou en tout cas le pays qui va avoir la plus grosse croissance, enfin top 3 des plus grosses croissances économiques pour les 10 prochaines années. Okay. Le marché immobilier, il fait entre plus 10 et plus 15% à Bali. Donc, pour faire des affaires là-bas, c'est plus facile. Tu vas financer des opérations d'achat-revente ou tu vas financer... Opérations d'achat-revente, pour l'instant. Que ça, ok. Ouais, parce que tu peux le flipper assez vite. Okay. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ça marche assez bien. Il faut quelqu'un sur place, parce qu'il faut bien structurer les choses. C'est pas le même marché qu'en France, c'est pas la même structuration juridique. Surtout si on emmène nos clients. On fait très attention à amener nos clients sur les opérations qu'on considère viables. Donc on y va pour justement commencer à ouvrir. Donc moi en tant que marchand, et ressortissant du sol français, je peux aller faire financer une opération à Bali, grâce à vous. Exactement. C'est vrai qu'à Bali, il n'y a pas le crédit en plus. Et j'imagine que tu feras les choses correctement, tu auras des sourceurs sur place. C'est pour ça que j'ai mon équipe qui est sur place pour vérifier. Donc il y aura Kevin qui sera sur place. Et on a déjà plein de gens qui sourcent et qui nous envoient des dossiers. Mais on veut aller voir plus qu'en France, c'est beaucoup moins normé, ce qui a des avantages et des avantages. Les avantages, c'est qu'il faut vraiment aller voir sur place pour bien encadrer les choses parce que c'est beaucoup plus libéral, on va dire.
Et l'avantage, c'est que les choses vont beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tu peux flipper en 3 mois un truc et faire quasiment 1 fois 2. Tu vois. Sur un terrain, on a fait 50% de marge en 6 mois. Ok. On n'a rien fait d'autre. Hein, mais... Bon, Donc, si tu connais un peu le marché. Et je dirais que le marché, il est d'autant plus intéressant. Peut-être le mot de la fin, et puis après, on pourra conclure. Parce que là-bas, il n'est pas efficient, il n'est pas parfait comme en France, où maintenant, tu as un meilleur agent, se loger. Donc, tu démarres à investir immobilier. En France, tu as quand même beaucoup d'outils à ta disposition pour savoir à quelle valorisation il faut écrire. Tu peux prendre plein de décisions pour faire une opération immobilière. Là-bas, tu n'as pas ça. Okay. Là-bas, il faut être sur place, il faut connaître. Donc, tu vas financer des gens qui vont être sur place. Oui. Des Français, mais qui vont être sur place. Majoritairement des Français qui sont sur place, pas forcément que des Français, mais très majoritairement des gens qui ont de l'expérience sur place. Et qui connaissent bien leur secteur. Idéalement, on aimerait financer des Français qu'on connaît, qui ont des activités ici en France et aussi là-bas. Ça, c'est le top. Okay. Il y en a, hein. Oui, mais après, on va élargir aussi à d'autres qui sont expérimentés. Ok, bon, bah, super. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Mais merci à toi, Julien. C'était vraiment hyper intéressant cet échange. Un petit mot de la fin, un petit conseil en 2 mots. Faut y aller malgré le contexte politique, économique. Il y aura toujours quelque chose de toute façon. Il y aura toujours une excuse pour pas faire. Et en fait, quand il y a des excuses pour pas faire, c'est là où il faut y aller parce qu'il y a moins de monde qui font, qui vont au marché. Et là, moi, je fais des super opérations. Je vois peut-être toi c'est le cas, mais je vois plein d'opérateurs qui font les super affaires. Parce qu'il y a moins de gens qui y vont. Mais par contre, il faut pas avoir peur de négocier. C'est vrai. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, écoutez, on vous partage tout sur YouTube, sur les réseaux. Vous allez voir notre tête partout. C'est ça. Merci Mathieu. Allez, salut, très bientôt. À bientôt. Bon, bah, c'était cool. Ouais, très bien. Finalement, c'était un bon échange, c'était cool. Ouais, tu vois, au final, j'avais juste une trame de base. C'était histoire d'avoir. T'as bien fait de la faire. Au moins, ça cadrait un peu. Mais c'est cool. Carrément. Merci. Et puis, et ouais, les activités marchands. Il y a tellement de monde maintenant en marchand là sur la formation. J'ai l'impression que c'est le métier à la mode numéro 1. Sur le marchand, tu vois, moi je lance une offre, un truc vraiment du mentoring, vraiment un truc à l'étiquette qui sort là incessamment sous peu, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de monde. C'est moins sur le locatif. C'est quoi le prix? On est à 3005 sur un bootcamp sur 6 semaines et on est à 7000 sur un accompagnement plus poussé. Sur combien de temps? Sur 4 mois. Et donc t'apportes quoi? Donc le mec tu l'amènes tout là-bas. Petite technique plus sourcing. C'est vraiment que je l'accompagne à se former sur le métier, que je l'aide sur le sourcing à lancer sa première opération et je peux aussi aider des néo marchands de biens qui ont déjà fait 1-2 opérations à scaler, à accélérer, à faire des opérations plus sécurisées, plus safe et plus rapides, plus sur de l'express. Ouais, c'est cool, hein. C'est top, je pense que ça va marcher. On fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut pouvoir, c'est bon.